Oui, c'est le voyage du retour. La route, ce n'est que le début. Ça, c'est presque l'arrivée. On a alors trop avancé dans le film. C'est l'été. Les bonnes sœurs bougent des jointures de fenêtres. Le brouillard. Oui, c'est la première vidéo. On porte une poutre. Ils refont tout, y compris les plafonds. Là, on l'aide à descendre dans les canalisations. Vêtus d'un scaphandre, comme un cosmonaute. Ils y exercent différents travaux. Leur capacité de passer d'une activité à une autre est surprenante. Quel travail de précision! À l'imprimerie, travail de correction. Cet épisode m'a plu également. Les artisans devraient-ils y être plus nombreux? Non, je ne pense pas. Je pense que le savoir-faire leur venait au fur et à mesure. Il y avait également des véritables professionnels. On dirait un travail herculien et non pas celui d'un homme. C'est exact. Comment se sont-ils habitués à ce travail? Nous sommes dans une contrée finlandaise. Ça doit être bien ce passage. Une cuisine. Royaume des femmes, bien évidemment. À cet endroit, ils déchargent des pavés. Voilà. Saint-Pétersbourg est derrière nous. Nous sommes sur la route menant à notre plus proche destination, Vyborg. Comme dit notre chauffeur, tout droit jusqu'à là-bas. Par la suite, nous dirigerons vers Lappeenranta, puis vers Kouvola, traverserons Riihimäki et prendrons l'autoroute Tampere-Helsinki jusqu'à Tervakoski, notre terminus. La route jusqu'à Vyborg sera plane, en ligne droite et bordée de forêts. On l'appelle Scandinavie. Elle est bondée de camions qui passent tous par la Finlande. Qu'est-ce que c'est? Ce sont nos premières images. Ils notent à la cour. Maintenant, tu vois, ils pavent le passage sous l'arc. En ce moment, à vide, le trajet vers la Finlande est tout simplement une promenade de santé. Le chemin du retour est une toute autre paire de manches. Lorsque nous sommes chargés, c'est bien plus difficile. On a l'impression que les voitures nous poussent de l'autre côté de la chaussée, mais ce n'est bien sûr pas le cas. Bien au contraire, les chauffeurs conduisent très prudemment. S'il y a une longue file de camions, ces derniers gardent leur distance pour permettre au poids léger de se rabattre. Des difficultés de conduite sont telles que tu as le sentiment que tout se lie contre toi. Tout cela sera le trajet du retour, lorsque nous rentrerons chargés à Saint-Pétersbourg. Mais pour le moment, nous sommes à vide, en direction de la Finlande, et le voyage est agréable. Et qu'est-ce que c'est? Elles sont en train de préparer un repas, dans la rue, quand nous n'avions pas encore de réfectoire. Là, on monte le matériel. Pourquoi allons-nous en Finlande? La réponse tient en deux mots. Upe Huutiainen. Pour ceux qui ne savent pas, il convient d'apporter une explication. Upe apporte une aide consistant en matériel médical, en fauteuil roulant, en jouets, en produits alimentaires et autres. Nous traversons Vyborg et après, il nous faudra prendre la route de Lappeenranta. La liste de ceux qu'aide Upe est impressionnante. Ce sont les monastères orthodoxes, les paroisses, les orphelinats et internats, les cliniques et hôpitaux de Finlande, de Russie, des pays baltes et d'autres pays de l'ex-URSS. En réponse à son aide, il reçoit des lettres de remerciement et des coups de fil. Il considère son travail comme un devoir envers Dieu. Nous revenons au début. Les jointures de fenêtres. On bouche les jointures des fenêtres avec de l'étoffe. Il prépare des châssis pour le plâtrage.
La caméra flotte. On voit bien qu'ils ne savent pas encore s'en servir. Nous sommes dans la zone frontalière avec la Finlande et roulons le long du canal de Saimen. En ce moment, nous passons sur l'écluse. Les Finnois appellent cette route le chemin des suicidés. Et voilà, la douane. Le contrôle douanier, pour nous, est très rigoureux, en particulier en ce qui concerne les papiers. Il en résulte des files d'attente interminables. Cette fois-ci, comme toutes les autres, ce fut très long. Et maintenant, il nous faut passer par le poste frontière, séparé de la douane, après quoi nous arriverons sur le territoire finlandais. Il faut dire que les Finnois ont leur garde-frontière et leurs douaniers au même endroit, ce qui rend le contrôle bien moins long. En somme, pour passer les deux contrôles, nous avons perdu beaucoup de temps et bien sûr, nous n'atteindrons pas notre destination aujourd'hui. Ces séquences-là montrent la même période. Ils sont sous la pluie. Ils ont, peut-être, mis des imperméables pour se protéger de la poussière. Sûrement à cause du ciment. Une mésaventure est arrivée à Upé au début de son activité. Il avait envoyé un colis à une famille nombreuse de Saint-Pétersbourg. Le colis ne contenait rien de particulier. Des vêtements, des couches, produits alimentaires, de produits hygiéniques, etc. La famille fut reconnaissante. Elle espérait et comptait vraiment sur cette aide. Sauf que pour une raison ou une autre, le père de famille a décidé de vendre une partie des produits reçus. On ne sait pas comment Upé l'a appris, mais on sait que cela l'a mis en colère. Il n'accepta aucune explication et comme il a dit lui-même, « C'est fini, je ne veux plus en entendre parler ». C'est l'épisode qu'on a déjà vu, celui où on pave le passage sous l'arc. C'est déjà le soir ou même la nuit. Ils mettent du mastic sur le plafond. Ce sont des travaux de rénovation, paraît-il. La circulation devient encore plus difficile à la fin de l'automne, quand le froid arrive et que la route se couvre d'une fine couche de glace presque invisible. La glace noire, comme l'appellent les Finnois. Il suffit que la voiture dérape pour qu'elle devienne incontrôlable. Dans ce cas, le risque d'accident est plus que probable. Nous avons pris la photo d'une voiture renversée. Par bonheur, celle-ci a terminé sa route à un endroit où il n'y avait aucun arbre, aucune pierre, pas même une branche. Il existe un autre danger, les élans. C'est pourquoi, dans certains endroits, des radars ont été installés. Quand ils clignotent, le conducteur ralentit. Les élans, eux, ne peuvent pas soupçonner la menace. Ce sont des faux plafonds. Quel genre de travaux elles commencent? Ce n'est nullement un travail pour les femmes. Soulever de lourds sacs serait encore pire. On voit qu'elles sont maladroites. Bien évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'elles exercent un tel travail. Le travail des hommes. Quelle cohésion entre eux. Ça fait plaisir de regarder ces hommes travailler, comme si l'instinct d'artisan leur était inné. L'hiver est la saison la plus difficile pour circuler. La qualité de route s'amoindrit. Cette période de l'année amplifie les difficultés de transport, surtout dues aux tempêtes, aux vents violents, qui semblent renverser le chargement. Un camion surchargé tombe souvent en panne. Je me souviens d'une histoire. Le moteur a cessé de fonctionner. Notre camion s'est arrêté au milieu de la route.
Un autre véhicule qui nous suivait a stoppé. Le conducteur finlandais en est sorti, nous a demandé ce qui s'était passé et a commencé à nous aider. Une voiture qui arrivait dans l'autre sens s'est également arrêtée. À trois, on a vite tout réparé. Mais au dernier moment, un engin a heurté notre camion et a blessé gravement Arska et Yuri qui nous aidaient. Je pense qu'on est de nouveau au début de l'histoire. Ce que vous voyez peut paraître répétitif, mais en réalité, tout est très diversifié. On a mis beaucoup de temps pour reconstruire le bâtiment du fait de l'insuffisance de personnel. Quelques dizaines de personnes, pas plus. L'apprentissage a été long. Revenons à notre histoire. Qui va chez Upé? Qui sont les gens qui reçoivent l'aide d'Upé? Cette fois-ci, c'est l'Iromoine Alexandre qui est au volant. Accompagné de son interprète, Vladislav Vashkevitch. Ils représentent la communauté orthodoxe prenant soin des pauvres. La communauté se nomme la Beth Taïsia et est implantée à Saint-Pétersbourg. Avant la révolution russe de 1917, le bâtiment appartenait à une école destinée aux enfants des nobles. De 1917 à 1991, dans ce bâtiment se trouvait une école publique. La communauté de la Beth Taïsia devient détenteur du bâtiment alors que celui-ci est presque totalement en ruine. L'homme est conçu pour faire le bien, celui de la sainteté, de la fidélité, de la vérité, de l'amour, de la miséricorde, de l'abnégation, du courage, de l'abstinence, pour les besoins de l'Église et de la patrie. Écrivait le père Ioan Kronstadsky. La Beth Taïsia, collaboratrice fidèle d'Ioan Kronstadsky, créa, sous la bénédiction de ce dernier, une communauté orthodoxe en Russie monarchique. En 1991, il n'y avait pas de moyens pour la restauration, mais il nous restait la prière. Non pas une prière faite dans un endroit commun, mais des prières dispensées dans différentes églises, du fait que les membres de la communauté habitaient dans différents quartiers et allaient prier dans l'église la plus proche. Néanmoins, de leur bouche, la prière a été exaucée. Peu de temps après, les bénévoles étaient au rendez-vous. Les paroissiens ne restaient pas les bras croisés en espérant un soutien de là-haut. De leurs propres mains, ils reconstruisaient le bâtiment, participant aux travaux de rénovation. Tous travaillaient et priaient comme le faisait la Beth Taïsia, qui lors de grands troubles fondait des écoles, des lieux d'asile, des ateliers artisanaux et iconographiques. Il reconstruisait le monastère orthodoxe, prouvant par ses actes sa foi. Comme le disent les saints-pères, toute parole doit être suivie d'un acte lui correspondant. Les orthodoxes d'aujourd'hui poursuivent la tâche de leurs prédécesseurs dont la communauté porte le nom. Sauf que les conditions actuelles en matière de fonds pour des œuvres de charité sont bien plus difficiles qu'autrefois. Reprenons notre chemin et revenons à l'histoire d'Upé, ou plus précisément à ce qui s'était passé une fois avec un chauffeur qui transportait une aide humanitaire d'Upé. Le camion s'approchait de la frontière russo-finlandaise lorsque le chauffeur, cherchant à se faciliter la vie, décida de jeter une partie de son chargement, entre autres quelques sacs de vêtements. Il espérait ainsi éviter des problèmes au contrôle douanier. Celui-ci se passa sans problème. Mais juste avant l'arrivée du camion à Saint-Pétersbourg, le conducteur a eu un accident. Lui, si expérimenté, a heurté un autre poids lourd. Par chance, il en est ressorti vivant. À l'hôpital, à son réveil, il répétait sans cesse « Je sais pourquoi cela m'est arrivé ». Parlons des gens qui viennent voir Upé. Au début, ils étaient très nombreux. Upé, naïf,
faisait confiance à tout le monde. Mais après des incidents rencontrés avec ceux qui, pour différentes raisons, commençaient à revendre les biens d'Oupé en Russie, ce dernier ne fit plus confiance qu'à ses proches. Comme il disait, on ne peut faire confiance qu'aux moines et à certains hommes d'église. Cette devise est devenue à l'heure actuelle son credo, du fait qu'il y avait des gens qui voulaient faire du nez de leur business ou mettre du beurre dans les épinards. Voilà, on voit déjà l'entrepôt. Nous sommes presque arrivés. Oupé sait que nous venons chez lui et nous attend déjà. Nous sommes arrivés. L'allée a fait environ 400 km. L'entrepôt d'Oupé est presque toujours ouvert, malgré la présence d'un écriteau où est indiqué « Ouvert de 9 à 16 heures, fermé le samedi et le dimanche ». En Finlande, tout est réglementé. Mais en réalité, on travaille souvent à l'entrepôt jusqu'à minuit et même jusqu'au matin. Les samedis et dimanches, les bénévoles travaillent aussi durement qu'en semaine. Oupé est là, avec ses 3 assistants. Essayez de deviner vous-même lequel parmi eux est Oupé Poutiainen. Je vous présente Slava Vaisanen, chauffeur et assistant d'Oupé. Il s'occupe souvent du transport de l'aide humanitaire en Russie. C'est Paavo Suomalainen. Il est également chauffeur et aide de temps à autre Oupé. Voici Jukka Kronqvist, un Finnois portant un nom suédois. Il est timide et modeste. Il est venu la première fois voir Oupé pour satisfaire sa curiosité. Puis il est resté et est devenu bénévole. Maintenant, faites connaissance d'Oupé Poutiainen, fondateur et employé unique de la société Suomen Identityö, que l'on peut traduire en français « Aide de la Finlande à l'Europe de l'Est ». Après son service militaire, Oupé travailla comme gardien de prison et atteint le grade de sous-chef. À l'âge de 43 ans, il dut quitter son poste à cause d'une maladie de cœur. La douleur ne lui permettait plus de travailler. Une nuit, Oupé entendit une voix qui venait du plus profond de son âme. La voix lui demandait « Iras-tu où je t'enverrai » Oupé hésita, pensant à sa maladie, et après une courte pause, il entendit en réponse à cette pensée « Je te donne une mission, mais également les forces nécessaires pour l'accomplir. » Oupé se rétablit en très peu de temps sous le regard étonné des médecins. Il oublia très vite sa promesse et vécut tranquillement sa retraite, jusqu'au jour où, dans une église de Riihimäki, il assista à la prière du soir. Le prêtre parlait des difficultés rencontrées par les Russes, des guerres au Caucase et en Asie, de la famine en Moldavie et des nombreux enfants abandonnés dans les villes russes. Après cela, Oupé réfléchit toute la nuit à la façon d'aider ces gens. Dès le lendemain, sa décision fut prise, demander l'aumône. Le premier résultat fut 150 paquets de galettes. C'était le 13 décembre 1994. Quand on entend parler des bienfaiteurs, la première chose à laquelle on pense, c'est à la richesse propre de ces gens. Oupé ne donne point cette impression. Il ne ressemble point à un quelconque sponsor. Les biens d'Oupé sont maigres. Une voiture âgée de 25 ans, une maison plutôt modeste, à l'ouest de la Finlande, et sa retraite.
Jamais Oupé n'a profité des dons pour son intérêt personnel. À propos, tous les repas que sert Oupé aux autres ayant besoin de son aide sont payés par lui. Une telle approche est propre à la culture finlandaise. L'honnêteté en tout. Dans la plupart des cas, les donateurs sont des entreprises, des particuliers, des paroisses, qui ne pensent point à leur propre profit. Néanmoins, Oupé photographie toujours l'aide humanitaire donnée. Tout d'abord, pour prouver son honnêteté, mais également pour éviter que des doutes s'installent. Cette façon de faire est également très finlandaise. De leur côté, le père Alexandre et ses adjoints s'occupent de la comptabilité et tiennent Oupé au courant de toutes leurs actions et projets. Ils transportent aussi l'aide humanitaire recueillie par Oupé et ses collaborateurs, la trient et la répartissent en colis pour l'envoyer aux hôpitaux, aux centres d'accueil et aux personnes en difficulté dans les régions russes. Les orphelins représentent un secteur à part, car à l'heure actuelle, leur nombre en Russie est largement supérieur à celui de 1945. La communauté orthodoxe aide 11 orphelinats où vivent actuellement 1100 enfants et adolescents. Les membres de la communauté orthodoxe exercent des activités diverses. Tous les ans, s'ouvrent de nouveaux domaines. Au début, on rénovait le bâtiment, puis on eut la possibilité de faire de la broderie. Il y a eu de temps où on a commencé à faire de l'iconographie. Les actes de bienfaisance représentent également une part de notre travail. Notre organisme est né de la somme de toutes ces activités, dont chacune est un vœu prononcé. Bien que cette tournure soit celle du vocabulaire monastique, la communauté de la Bestaïcia n'est pas un monastère en son sens propre. Il s'agit plutôt d'un lieu de retraite. L'année la plus intéressante, à mon sens, fut la première. Il y avait à cette époque plus de difficultés, et les difficultés, comme on le sait, unissent. Une telle union était grandiose et enthousiasmante. L'enthousiasme était si fort que tout fonctionnait, et fonctionne encore aujourd'hui, grâce à lui. En 1998, ma fille était tombée malade. Les médecins n'avaient pas un bon pronostic. À cette époque, j'étais agnostique. Mais j'ai suivi le conseil d'une bonne sœur qui me disait de frictionner le corps de ma fille avec de l'eau bénite. Ma fille alla mieux. Mais 6 semaines plus tard, elle se retrouva de nouveau à l'hôpital, au service de réanimation, pour une autre maladie. J'étais en pleurs, ne sachant que faire. J'ai appelé mon mari qui m'a dit de prier. En réponse, je lui ai demandé comment prie-t-on. Parle à la Vierge Marie en pensée, ainsi tu aideras notre fille. Je me suis précipitée dans l'église la plus proche et me suis agenouillée devant l'icône. Une semaine plus tard, Maria sortit du service de réanimation. Ayant appris nos malheurs, le prêtre nous conseilla de nous faire baptiser. Après le baptême, notre vie changea du tout au tout. En y regardant de plus près, j'ai compris combien Dieu était bon avec moi, qu'il m'appelait et m'attendait. Mon ami et moi avions notre affaire. Nous avons connu la réussite, mais l'argent gagné ne nous rendait pas heureux. Mon ami, un croyant, a quitté l'entreprise et est parti faire une retraite dans les montagnes, chez les moines. À ce moment, j'ai pensé, lui a déjà sauvé son âme, et moi, que me reste-t-il à faire? Un jour, j'ai pris l'Évangile entre mes mains et j'ai commencé à le lire et à aller à l'Eucharistie. J'ai senti en moi de profonds changements et j'ai compris que l'endroit où l'on sauvait son âme n'était pas le plus important, mais que ce qui comptait était ce que l'on avait en soi. Dieu regarde dans le cœur des hommes, voit combien leur désir est sincère et donne à chacun ce dont il a vraiment besoin. Voilà, j'ai obtenu ce que je cherchais. Maintenant, toute ma famille travaille avec moi pour la communauté. Depuis l'enfance, je croyais en l'existence d'un Dieu, quelque part, et que si je le priais, il ferait quelque chose de bien pour moi. Parfois, les jours de fête, j'allais à l'église pour allumer une bougie, pas plus. Un jour, j'ai ressenti la présence de Dieu à mes côtés. À cet instant, j'ai compris qu'arrivait le jugement dernier, qu'il était temps de répondre de ses actes et qu'il fallait se confesser. Ma première confession fut un choc pour moi. À l'église, les prêtres discutent avec les gens et les écoutent. Avant ce jour, je n'avais jamais vu les gens être si bons et si compréhensifs les uns envers les autres.
Il n'y avait pas d'icône chez mes parents. C'est pour cette raison que lorsque j'allais mal, je m'approchais de la fenêtre et priais le ciel, comme le font tout simplement les enfants. Un jour, j'ai trouvé une croix en cuivre et je me suis mise à la porter. Bien que, à cette époque, montrer son appartenance religieuse n'était pas bien vu. Mon mari était athée et ne supportait pas mes croyances. Il m'interdisait d'élever nos enfants dans la foi chrétienne. Du fait de cette incompréhension mutuelle, je fus contrainte de me séparer de lui. Maintenant, les enfants sont grands et ont pris leur indépendance. Je vais les voir et eux viennent souvent à la communauté et nous aident. Notre communauté peut être assimilée à un poêle où fondent toutes nos pulsions et tous nos défauts. L'acceptation des différences de caractère est un problème qui existe dans toutes les formes de société. Mais dans un monastère, ce phénomène est encore plus accentué. Oupé nomme à présent son entrepôt au monastère, bien qu'à l'origine, il y était seul. Le premier succès m'a donné des ailes. C'est pourquoi, après quelque temps, j'ai appelé d'autres entreprises. Mais on m'a répondu, nous ne nourrissons pas les Russes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'attitude des Finnois envers les Russes était méprisante. Jusqu'au milieu des années 50, le fait de prononcer un mot en russe dans un lieu public était passible d'une amende. Après cet appel non fructueux, je me suis demandé comment je pourrais persuader les commerçants de ne pas jeter les produits alimentaires qui n'ont pas encore atteint la date de péremption, mais qui sont considérés comme invendables par la loi finlandaise du fait d'une étiquette mal collée, et plutôt de donner ces produits à ceux qui en ont besoin. Mon garage servit d'abord d'entrepôt pour déposer les dons. Puis, ce fut le salon de ma maison. Lorsque je dus commencer à demander aux enfants de faire attention à ne pas abîmer les paquets de biscottes, j'ai commencé à réfléchir à la location d'un entrepôt. En peu de temps, les activités d'Oupé prirent une grande ampleur. Dans la ville de Tervakoski, est née l'organisation Suomen Idäntyö, au centre de laquelle se trouve l'entrepôt d'une surface de 800 mètres carrés. Chaque semaine, environ 8 camions chargés d'aide humanitaire prennent le chemin de la Russie. Le chargement est constitué de 80% de produits alimentaires et pour les 20% restants, de vêtements, de produits hygiéniques et de fauteuils roulants. En 13 ans, Suomen Idäntyö a aidé des milliers de victimes de la perestroïka. Une aide dépassant 60,1 millions d'euros. Toute cette aide correspond au chargement de 1000 poids lourds. Ce volume est invraisemblable. En particulier, lorsque l'on sait que ce sont des dons individuels ou provenant d'entreprises. Vous m'avez demandé de vous parler de ce que nous faisons. J'ai commencé cette activité parce qu'à mon sens, il faut donner à manger aux gens dans le besoin. Selon le principe « aide et on t'aidera ». La possibilité de faire venir de l'aide humanitaire de Finlande est apparue. Bien évidemment, pareil à des enfants, nous luttons contre la tentation d'obtenir une quelconque jouissance de cette aide. Ce sont quelques lignes des lettres du Père Alexandre dans lesquelles il répond à nos questions. Le Père Alexandre fut éduqué dans une famille classique soviétique, fit ses études à l'école publique, puis son service militaire. La vie monastique ne lui était même pas venue à l'esprit. Le Père Alexandre ne nous explique pas les raisons de son entrée au monastère. Il dit seulement « Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas ». Il a fait ses études supérieures dans une école religieuse à Moscou, à la Laure de la Trinité Saint-Serge, à Sergueïev Posad. Il officie comme moine, pareil à un soldat en service. Il va là où on l'envoie, là où on a besoin de lui. Il a servi plusieurs années dans un monastère, dans l'île de Valaam, puis à Pargolovo, dans les environs de Saint-Pétersbourg, pour la construction d'une église, et ensuite à Saint-Pétersbourg même. Le Père Alexandre ne considère pas Oupé unique en son genre. Il mène le même combat spirituel que nous tous. Bien sûr, il est bien plus avancé que nous. Il est noble, généreux et nous dépasse en bien des choses. Ceci dit, Oupé n'aurait rien pu faire sans ces milliers de donateurs qui lui apportent tout ce que par la suite nous distribuons. Oupé a le mérite d'avoir rassemblé des Finnois aussi généreux que lui.
On a le sentiment que toute la Finlande participe aux donations, pareil au Christ qui prenait soin de tous les nécessiteux. Le peuple finlandais mérite le respect. Il est bon et attentionné. On le voit très bien dans la façon qu'ils ont de préparer l'envoi des dons. Tout est propre et empaqueté avec beaucoup de soin. On peut très bien s'imaginer ce que ressentent les Finnois lorsqu'ils voient des sacs d'aide humanitaire jetés dans la forêt. Néanmoins, ils continuent toujours à préparer des colis avec la même attention. J'en conviens, tout n'était pas si facile, et je n'étais pas certain que le fait de m'occuper de façon active du transport des dons ne remette en cause l'esprit de l'Église et en même temps mon image de moine. Mais ce fut tout le contraire. Plus le temps passait, plus les gens devenaient confiants, patients et compréhensifs. Le chemin parcouru entre nos deux peuples nous fait voir avec clarté les sentiments de ces derniers envers l'Église. Tout le sermon évangélique s'est reflété dans le transport et la distribution de l'aide humanitaire aux gens. Il est gratifiant de savoir que lorsque l'on participe au service religieux, le Christ est toujours là pour prendre soin des nécessiteux. Je ne peux pas rester les bras croisés, sachant que je peux aider les gens. Je ne travaille pas pour me sentir bien. Le plus souvent, bien au contraire, je vais mal et je ressens le poids de la fatigue et de bien d'autres problèmes. Je travaille car d'autres gens vont mal et meurent de faim. D'après moi, le sort des peuples dépend de la relation de chacun envers les plus malheureux et envers ses proches. Herra, jospa minusta näkyisi rakkautesi, kuten loistaa viha ja katkeruus niistä, jotka sinua haluavat. Mon Dieu, si votre amour de moi rayonnait, comme l'huile de ceux qui vous méprisent, la colère et la mauvaiseté. Si je pouvais dire votre nom avec autant d'audace qu'il m'est possible d'entendre prononcer et répéter partout celui de prince du monde, chez soi, à l'école, au travail, dans la rue, dans les journaux. Combien j'aurais voulu, moi, parler de vous, mon Dieu, comme mes amis le font quand ils parlent du théâtre, des concerts, des expositions, du tennis, du golf, des courses, et qu'il y ait dans toute cette abnégation de soi-même. Mon Dieu, si j'avais, moi, autant d'ardeur qu'un ivrogne, qui passe des soirées entières dans les bars, qui dépensant tout son salaire, empruntant même, pour servir son breuvage. Mon Dieu, si je pouvais parler de vous avec la même maîtrise et la même finesse qu'un tentateur apprivoisant sa proie, entraînant celle-ci dans tous les vices, tuant ainsi son âme et son corps. Nombreux sont ceux qui demandent « Qui nous montrera le bien ?» Faites-moi voir votre image, mon Dieu, puisque vous emplissez mon cœur d'une joie plus grande que celle reçue du pain et du vin. Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä.